J'ai sorti des programmes de musculation à prix libre. Oui, tu payes ce que tu veux. Non, j'ai pas bâclé le contenu parce que oui, je veux que la connaissance puisse être accessible au plus grand nombre. Bienvenue sur Geek & Fit. L'objectif de cette chaîne autour du sport est simple. Remettre l'individu, c'est-à-dire toi qui regardes la vidéo, au centre des priorités. Formulé autrement, mon objectif, c'est que tu progresses. Pas de méthode miracle, magique, pas de bullshit. Je te donne mes sources en description et je te dis quand j'en ai pas. Je vais peut-être utiliser des mots compliqués, je vais sans doute avoir l'air condescendant. Ne t'y trompe pas, c'est parce que je veux t'expliquer des choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote. Pour progresser, il y a deux solutions. Qu'on t'apporte quelque chose de positif ou qu'on te retire quelque chose de négatif. Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui va clairement s'intéresser à la première option. Tu commences à être habitué aux masterclass et si tu ne l'es pas, je te conseille sincèrement d'aller voir les deux premières qui sont là ou là. Mais pas avant d'avoir liké celle-ci. Évidemment, si la vidéo te plaît, donc je t'invite à la regarder jusqu'au bout. Si tu peux aussi en profiter pour t'abonner et ou partager pour m'encourager à continuer, ce serait super. Le concept est simple. On va voir avec mon cadreur Lucas, que je remercie beaucoup pour sa participation à ces épisodes et sans lequel les vidéos ne ressembleraient clairement pas à ce qu'elles peuvent être. Un coach ou un sportif de haut niveau qui coach un peu et je fais une séance sous sa houlette pour le développement d'une qualité physique qu'il aura choisi de me faire travailler. Ensuite, on se fait un petit entretien où je lui pose des questions sur l'entraînement de façon générale et puis qui est dans une vidéo séparée surtout. Bon, sauf que là, j'ai préféré un peu remanier le concept pour deux raisons. Déjà, me voir faire du strongman du haut de mon 1m69 et mes 72 kg, bon, c'est pas très visuel. En tout cas, ça l'est beaucoup moins que les perfs de mon hôte du jour. Mais aussi parce que nous sommes venus voir Johan et ses compères lors d'une de leurs séances d'entraînement. Et je n'avais pas envie de monopoliser le temps qu'il a pour s'entraîner. Donc j'ai plutôt choisi de l'accompagner tout au long de sa séance. Et de lui poser des questions sur les éléments clés de sa pratique lors des temps de repos. Sera donc plutôt la forme d'aphorisme que d'une véritable vidéo structurée comme d'habitude. Mais j'espère que ça te plaira quand même. Perso, j'ai pris un grand plaisir à faire ce tournage avec tout ce beau monde. Ah oui, dernière petite chose, l'entretien ne sera exceptionnellement pas séparé de la vidéo d'entraînement. La salle ayant dû fermer plus tôt, il a été écourté. Du coup, tu le disais hors caméra tout à l'heure, mais c'est quand même intéressant à noter. C'est en mouvement de poussée, tu es beaucoup plus fort et en mouvement de tirage, en revanche, tu as un peu plus de mal, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est marrant parce que du coup, ça montre bien que il y a beaucoup de gens qui pensent, par exemple, que je dis oui, la morphologie, ça n'a aucun impact sur la performance ou quoi que ce soit. Ce qui n'est pas vrai en fait. La morphologie, ça a de l'impact. Il y a ça, et puis tu vas instinctivement travailler quand tu es plus jeune, là où tu es bon. Ouais, exactement. Donc moi, j'ai vu que j'étais super bon aux épaules, au développé incliné, au développé couché, au triceps. Donc tu l'as fait. Je voyais que je progressais là. Ouais. J'ai continué, tu vois. Tu devais avoir une grosse cage thoracique, une facilité en fait à prendre. Et en plus, quand on voit ses pecs prendre, c'est le premier muscle qu'on voit dans le miroir. Donc on se dit, ah là je vais... Je vais t'expliquer aussi pourquoi je crois. Ouais. Je faisais 36 séries. Lundi, mercredi et vendredi pour les pecs. Ouais. 36 séries. Donc à un moment donné... Mais il y a beaucoup de gens qui ont en fait... J'étais jeune, je connaissais rien. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui ont cette hypothèse-là en fait, que tu te connectes nerveusement avec les muscles que tu fais beaucoup travailler, et donc du coup derrière forcément tu as on va dire une facilité à prendre, et c'est pour ça par exemple que les gens qui ont un passé sportif, par exemple dans des je sais pas moi, la piscine, tu vois, de la natation. J'ai fait 10 ans de natation. Et en règle générale ils ont plus de facilité à avoir du dos. Tirer, voilà. Oui, je suis quand même bon. Voilà. Très très bon. Dédicace, parce que hier j'ai fait du squat avec Anthony Mastro Lorenzo, qui est un très 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 grand champion de powerlifting en IPF. Et je ne mets pas les bandes comme il m'a expliqué, parce qu'il les sert beaucoup trop fort. Ayant fait du squat hier, ça me tire un petit peu dans les genoux aujourd'hui, donc je vais par précaution, parce que là ça me tire pas trop, mais par précaution. En plus, les bandes, ça peut aider à soulever un petit peu plus lourd aussi. C'est pour ça. Ouais, donc on mettra plus lourd que prévu. Il y a eu une étude très récente qui est sortie sur les bandes pour le powerlifting et pour le squat en particulier. Et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement,
il y avait un apport, alors léger, mais je connais pas l'intérêt prophylactique des bandes, mais je pense qu'il doit y en avoir un. Enfin, ça me semblerait étonnant que quelque chose qui augmente ta stabilité et pas un minimum de prophylaxie là-dedans, à partir du moment où tu n'en profites pas pour mettre des barres 10 fois plus lourdes que ce que tu aurais mis. Tu mets légèrement plus lourd. Pas non plus, voilà, des masses énormes. Rapidement, de l'intérêt de la musique. Moi je suis très sensible à ça. Ouais. Quand je mets les séries lourdes, je suis obligé d'avoir la musique à fond, ça m'aide. Mais musique bien sûr, hein. Je vais pas mettre R. Kelly en fond. Hein. Et voilà, moi ça m'aide beaucoup. Ouais. Mais il y a eu des études là-dessus aussi qui ont été menées. On ne sait pas si mettre une musique qui te plaît, ça te booste, mais on sait que mettre une musique qui te plaît pas, ça t'en fait perdre. Donc, il vaut mieux que tu mettes un truc que t'aimes bien. Ouais, moi j'adore, ouais. Et puis ça te permet de te coordonner aussi avec le rythme de la musique, et mine de rien, ça peut des fois jouer. tu fermes les yeux, Ouais. t'es dans ton... Moi je sais que ça m'aide énormément. Ouais. Puis après, ce qui est super important, c'est le top 7. La série de, là aujourd'hui 4, le 4 RM on va dire en gros. Quand on fait le back-up set, s'il n'y a pas de musique, c'est pas grave. Ouais. Mais 4 reps, j'aime bien l'avoir. Ouais, il faut se mettre dedans. Hein. De toute façon, la force, c'est nerveux. Hein, on sait que c'est nerveux. Ton système nerveux, c'est ton cerveau. Si t'es motivé, ton cerveau, il envoie plus d'influx nerveux. Tu remarqueras que les poids, ils te paraissent lourds quand t'as pas envie. Voilà. C'est incroyable quand même. Ouais, mais c'est même, enfin, encore une fois, je parle toujours d'études, machin, etc., mais ça a même été montré. Mais je sais. Ouais. Il y a des trucs où tu te dis, ah oui, effectivement, avant on avait un modèle de la motivation qu'on pensait en fait, comment dire, très lié à ce que tu avais fait avant. Et en fait, derrière, enfin, plutôt un modèle de la fatigue qu'on pensait lié à ce qui était fait avant. C'est-à-dire que si tu faisais par exemple des opérations de calcul mental, etc., on pensait que derrière, ton squat ou quoi que ce soit allait être moins performant. Ce qui est vrai. Mais c'est pas parce que en fait, ça t'a pris des ressources, c'est parce que ça t'a fait baisser en motivation. Ouais. Et donc du coup, si on te remotive derrière avec d'autres trucs, eh ben, tu peux faire un squat plus lourd encore. Donc c'est pas un modèle de fatigue, c'est un modèle de motivation. Et c'est pour ça que la motivation, c'est important. La motivation, des fois, ça passe aussi par une grande gifle. Oui, aussi. Parce que tu vas voir qu'avant, il y a un petit rituel avant que je fasse ma grosse barre qui est un petit peu énervant, ça m'énerve. Ouais. C'est parce que ça m'énerve que la barre est plus lourde. Pourtant, c'est que de l'énervement. Ouais. C'est rien. C'est du vent pour le corps. Mais apparemment, non. Et non. Moi, je te garantis que non. En fait, vu que j'ai appliqué la même logique du back-up set à 80%, Ouais. quand je suis en 1 RM, je redescends à 80%, donc je fais 3 x 5. Quand je suis en 2 RM, je fais 3 x 6. Quand je suis en 3 RM, je fais 3 x 7. Et comme je t'ai expliqué au début de la séance, ce qui compte, c'est le tonnage. Et je me suis rendu compte, écoute bien, que de faire des 1, des 2, des 3 RM et de redescendre en dessous, j'ai perdu de la force. C'est bien, ça faut y faire en compète. Ça sert à rien sinon. L'intérêt, en fait, moi je pense, de faire travailler en maximal, c'est peut-être plutôt dans tes semaines de tapeur. Les semaines où tu es juste avant ta compète et il faut que tu réduises en fait, volume d'entraînement. Je pense que c'est là où tu as tout intérêt à faire, à tester ta RM, parce que c'est pas très fatigant si tu fais juste un test de RM, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et c'est pas un gros poids sur ta récupération. En revanche, ça peut te donner aussi la confiance pour la compète, parce que ça t'apprend à retaper dans des charges très très lourdes. Et bah, mine de rien, si tu fais ton tapeur de façon correcte... Moi, je me suis dit qu'il valait mieux chercher à progresser son 3 RM. Le 1 RM, il progressait forcément. Ouais. Et tu te blessais moins. À 1 RM, voilà, c'est surtout qu'à 1 RM, la moindre erreur, elle est fatale. Et voilà, c'est ça. C'est très demandant aussi pour les articulations. C'est très... Enfin voilà. C'est 3 RM, tu fais bosser ta force maximale. Et puis en plus, en strong, on te demande aussi pas mal d'endurance. Exactement. De force. Donc je vois pas l'intérêt que tu aurais à juste faire une RM. Le but, quand on voit les épreuves, c'est souvent de soulever une barre le plus de fois possible. Voilà. C'est en pas un temps. Voilà, exactement. Autant, t'es pas à la rep. Voilà, exactement. Ouais. Comme on en parlait, mais tant qu'à faire autant en reparler.
L'important, c'est pourquoi pas de faire du coup de la force au début, mais surtout d'accumuler un volume suffisant à une intensité suffisante. Exactement. Et si tu fais pas ce volume-là, c'est très compliqué de gagner en force à long terme. Tu peux très bien être très très fort sur une répétition, mais encore une fois, dans le monde du sport de façon générale, pour travailler la force, il faut travailler pas à son échec. Ça n'a pas d'intérêt. Ça a moins d'intérêt en tout cas que de travailler RPE8. Ouais, c'est ça. RPE 8, 7. Même il y en a qui sont à 6, 7 en ce moment. Qui font beaucoup de séries. Ouais, c'est ça. Tu vois, je suis RPE8 là. Greenway a sorti sa pâte à tartiner. Ben moi j'aime bien, c'est simple, bon, pas trop sucré et surtout pas blindé d'édulcorants comme les autres marques. Faut dire que j'ai légèrement conseillé la composition. Bon, en revanche, comme n'importe quelle pâte à tartiner, faut pas en abuser. Sauf si t'es en prise de masse. C'est carrément plus protéiné, ok, mais ça reste calorique. Alors c'est quoi ce t-shirt là ? Alors ce t-shirt, c'est t-shirt de Rezo, c'est le t-shirt officiel de beaucoup de compétitions de strongman. En fait, la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils sont grippés et à l'extérieur et à l'intérieur. C'est les seuls t-shirts, parce qu'on voit beaucoup de t-shirts du style A7 qui sont exceptionnels, mais qui sont grippés que sur le devant et le derrière. Derrière pour les squats, devant pour... ils sont pas grippés devant d'ailleurs. Les Rezo, ils sont grippés devant pour les boules, pour les stones, derrière pour les squats et pour le porteur. Et le fait qu'ils soient grippés à l'intérieur, forcément, ça grippe encore mieux la peau. Clairement. Tout simplement. Et puis, et du coup, comme là, vous allez faire du porteur, ça va être assez intéressant d'avoir un t-shirt qui grippe bien. Là, c'est obligatoire. Tu vois, tu prends ses épaules là, et puis ça fait la somme de masse totale musculaire dans tout le reste du corps d'une autre personne qui n'a jamais fait de muscu. Non, vil flatteur. En tant que personne qui n'a jamais fait de muscu, je pense qu'on peut dire que oui. Le strongman, c'est un sport qui fait énormément bosser les quadriceps, les jambes, les fessiers, tout ce qui est en fait bas du corps. On n'a pas l'impression comme ça parce que oui, un mec costaud, c'est un mec qui a du haut du corps. Mais en réalité, dès qu'on parle de force pour de vrai, les jambes sont bien supérieures. Donc là, on travaille jusqu'à obtenir notre poids de travail. Je pense que mon poids de travail il va se situer autour de 385-400 kg. Plutôt que de faire un aller-retour, je fais un aller, je pose 30 secondes, un retour, je pose 30 secondes, un aller, 30 secondes, un retour, fini. Ça me permet de doubler mon volume de travail. Et très important, comme je vais le montrer après, je suis au chronomètre, il ne faut pas que ma série, ma longueur, elle dépasse 10 secondes. Tout ça c'est scientifique, mais ça se vérifie en pratique à l'entraînement. Et pourquoi 30 secondes de récup, 30-45 secondes de récup entre chaque série de 10 secondes? C'est parce que c'est le temps nécessaire à régler 80% de l'ATP. C'est tout ce dont j'ai besoin. J'aimerais bien qu'on parle rapidement de la technique parce que tu dis qu'il n'y a pas de technique, mais mine de rien, la façon dont tu fais tes pas, oui, vraiment je le fais d'une manière... Oui. Il y a une stabilisation, il y a quelque chose, et en tout cas moi de ce que j'en ai compris, c'est comme quand tu fais en fait, quand tu essaies de stabiliser une caméra finalement, c'est que ton centre de gravité il doit pas bouger, et forcément tu es un peu plus bas sur tes appuis, mais du coup forcément tu dois faire plus bosser tes jambes quand tu es plus bas sur tes appuis, etc. etc. Et donc mine de rien, il y a de la technique quand même sur des trucs qui ont l'air un peu bourrins comme ça. Bien sûr, parce que ça va pas, tu vois. Ouais. T'es moins stable, le genou il peut partir un peu en cacahuète. Donc moi, c'est que je fais des petits pas, j'essaie de les faire le plus rapidement possible. Je suis pas très rapide, par contre c'est vrai que j'arrive à mettre très lourd. Ouais. Je me déplacerai avec, toujours. Mais bon, j'ai des collègues qui sont plus rapides que moi et c'est que j'ai mal aux genoux. J'ai mal aux tendons, sauf le jour des compètes, parce que j'ai une semaine de récup totale, j'ai jamais mal aux genoux. Mais depuis la naissance, j'ai toujours eu... Depuis toujours en fait, avant de faire de la muscu, ça c'était très personnel, j'ai toujours eu des et ça problèmes. ça s'est pas arrangé avec la muscu?
Non, j'ai toujours autant mal. Ok, Et ça se dégrade pas du tout. ok. Voilà. Bah, peut-être que ça se serait dégradé sinon, ou bon, c'est En même une temps, le tendon, hypothèse. il s'est renforcé. Ouais, exactement, c'est ce que... Mais après, ceci étant dit, c'est vrai que la douleur, c'est de la sensibilité. C'est pas de la solidité. Donc Bien tu sûr. peux très bien avoir des tendons très solides, mais en même temps très sensibles. Voilà. Et pour le coup, ils sont sensibles ces petits tendons. C'est la seule j'espère partie. que c'est le cas. C'est la seule partie qui est sensible. Alors, donc là on va passer à la boule. Ouais. On va le faire toujours pareil en cluster, d'accord? On n'a pas besoin d'aller à l'échec musculaire. Toujours pareil, si on fait de l'échec musculaire sur un exercice, c'est fini. Faut plus faire l'exercice. Tu peux plus, c'est plus possible, d'accord? Après tu te blesses. Même si tu as une bonne position, les muscles ils réagissent pas pareil. Tu te sors un disque et tout, c'est même pas la peine. Donc là on va bosser en cluster. On va s'arrêter à 120 kg parce qu'on met pas de résine, d'accord? Et ce qu'on va chercher c'est de la vitesse, faire de la rep. Chacun notre tour. Si on met de la résine, on monte à 140 kg. D'accord? Et pourquoi tu t'es mis les bracelets de... Parce que ça me fait mal au bras, ça arrache la peau sinon. Ah, c'était pas un cosplay de Wonder Woman du coup. Non. Et alors? Voilà ce que ça fait. Ah ouais, c'est vrai. Et même en compétition, on met le scotch et la résine par-dessus. La résine, on la met et sur le scotch et sur les mains. Vous savez, les compétitions, ils sont comme ça, la taki qu'on appelle. Il faut la travailler. Donc on fait comme ça. On s'en met un petit peu de partout. Et forcément, là pour le coup, tu mets plus lourd. Hein. Ouais. Ça accroche. Et bien sûr, tout le monde le met en compétition. Sinon, c'est pas la peine d'essayer de chercher à sauver les boules, d'accord? Mais là, à l'entraînement, on cherche la vitesse, machin. Et puis très honnêtement, c'est casse-couille. Faut mettre le WD-40, machin. Ah oui, Ça d'accord. casse, ça casse les couilles, tu peux pas savoir. Donc oui, quand tu fais pas une séance principalement axée sur les boules, il vaut Voilà. mieux éviter. Si on avait fait un deuxième exercice, là à ce moment-là, on aurait mis la résine. Et on serait monté jusqu'à 140. Ouais, mais là c'est le dernier, donc Ça, c'est bon. c'est le finisher. Voilà. Comme il l'expliquait tout à l'heure, là ils sont en fait en train de faire un aller-retour, enfin chacun fait l'un à la suite de l'autre. Ça laisse suffisamment de temps pour qu'ils puissent continuer à se reposer et en même temps à travailler. Et ça, Et plutôt que de faire du 3x3, ce qui fait 9 reps, on va faire comme ça. Oui. voilà, c'est des cluster sets. Je crois que ça doit avoir un autre nom, mais enfin, il y a une autre façon de l'appeler. Il faudrait que je la retrouve. Mais ça reste assez impressionnant, quoi. La pierre, elle fait 120 kg. Alors, explique-nous un petit peu ton parcours, etc. Ce que tu as fait, ce qui te motive en tant que strongman. Ben, Ce que... moi j'ai commencé par la natation. N'hésite pas à regarder la caméra. Quand j'étais très très jeune, j'ai détesté ça. Mes parents me forçaient à aller nager. Donc dès que j'ai plus eu l'âge d'obéir, dès que j'ai eu l'âge de désobéir, et ben, je me suis mis à la boxe anglaise et à la musculation. Voilà, ça a duré 8-10 ans aussi, cette période. Et après, par hasard, je suis tombé sur le strongman en regardant des vidéos. Je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa. J'ai eu connaissance d'une compétition qu'il y avait sur Lyon. J'ai même pas eu 30 jours pour me préparer. J'ai fini deuxième en moins de 105. Le premier a eu un demi-point de plus que moi. C'est un de mes meilleurs potes. Ça s'est pas joué à peu, c'était une belle compète. Tout ce que je veux, c'est être meilleur que celui que j'étais l'année dernière. C'est tout ce qui m'anime. Ok. J'ai pas la prétention d'être le plus fort. C'est vrai que j'aimerais bien gagner le titre de championnat de France cette année. Je pense que, je sais pas, ça peut peut-être le faire. Ouais, il y a moyen de... Je suis bien préparé. Quoi qu'il en soit, je vais à la salle pour m'amuser avec mes amis. J'ai une super équipe qui me pousse tous les jours. Et le sport, en fait, c'est ça. J'aurais fait un autre sport, tant que j'ai une bonne équipe, ça m'aurait plu aussi. Mais c'est vrai que si je mets pas de charge lourde sur mon corps pendant plus de 3-4 jours, honnêtement, ça me manque.
Et je pense que ça me correspond vraiment. D'ailleurs, très bien, ça permet d'enchaîner. Tu fais quel poids, quelle taille et combien de fois tu t'entraînes par semaine? Je fais 1m80, 108, 109 kg. Je suis un début. Je suis le plus léger de ma catégorie, puisque ma catégorie, je suis en plus de 105 cette année. Je concours avec des gens qui font entre 30 et 50 kg de plus que moi. Tous. Et tous, en règle générale, qui sont plus grands aussi. Qui sont plus grands, ouais. Mais il y a des épreuves sur lesquelles je suis doué génétiquement. Le porteur, je suis doué. Et le log, ça va être compliqué cette année pour les autres. Mais bon, j'ai beaucoup de points faibles. Et sur ces points faibles-là, c'est des points faibles et j'ai vraiment beaucoup de mal à les faire progresser. Des fois, ma taille m'handicape un peu. Mon poids peut-être aussi. Mais c'est pas grave. Je vais à l'entraînement et je prends plaisir. C'est tout ce qui compte. C'est effectivement important. Et du coup, j'ai pu un petit peu voir, on a pu voir comment tu t'entraînes un petit peu aujourd'hui. Alors, on en a parlé un peu avant, mais c'est quand même assez intéressant d'en reparler. Toi, tu parles beaucoup de tonnage quand tu t'entraînes en fait en musculation. Sous tension, sur le tonnage. Pas en musculation, en mode strongman. Parce que, je le reprécise quand même, la musculation, c'est un outil qui sert pour les autres sports, mais c'est pas un sport en lui-même. Le bodybuilding par exemple est un sport, mais la musculation c'en est pas un. D'accord. Ouais. Voilà. Et donc du coup, toi quand tu t'entraînes, tu parles beaucoup de tonnage. Et moi ce qui m'intéresse aussi dans ton approche, alors je savais pas du tout avant de venir ici, mais je trouve quand même que c'est quelque chose d'intéressant, c'est que tu vas pas aller chercher à aller faire des perfs de ouf à chaque séance. Non, mais j'ai déjà essayé. Ouais. Et on se blesse, ça marche pas. Et même si on se blesse pas, on régresse. Au meilleur des cas, on progresse plus. Ce que tu conseillerais à quelqu'un qui fait du strong, c'est ou n'importe quel sport où la force est très importante, c'est de t'entraîner avec des RPE qui sont moins proches de l'échec. RPE8, RPE7, ça c'est définitif. Voilà. Et d'enchaîner beaucoup de séries. Et si c'est une journée max effort, on peut faire une journée max effort sur le haut et une journée max effort sur le bas. Il faut que l'exercice du max effort sur le haut il soit différent chaque semaine. Si la semaine 1, j'ai fait un max au log, au strict, c'est-à-dire sans les jambes, ce que j'ai fait par exemple lundi, j'ai mis 145, je sais que pourquoi pas la semaine d'après, je mettrai en strict mais à l'Apollon, à la barre d'Apollon. Tu sais, c'est les grosses barres, les fat bars. Ouais. Et après, je ferai pareil au log, mais je rajouterai les jambes. Ou la prochaine fois, je ferai un développé couché au max. D'accord ? Donc quand je dis au max, c'est entre 3 et 1. Pas forcément un RM. Et tu changes du coup tes entraînements toutes les semaines? Ah oui, il n'y a aucun entraînement qui est pareil. Ok. Voilà. C'est intéressant parce qu'il y en a quelques-uns qui par exemple aiment mieux avoir des séances qui sont bien calibrées par avance et puis après derrière augmenter un petit peu les poids et puis changer peut-être une fois toutes les 6 semaines ou quoi que ce soit. Donc toi ton approche ça marche c'est vraiment... ça marche pas, non mais c'est pas. Là je précise, c'est pas mon approche, ça marche pas. Ok. D'accord, ça faut être clair et net là-dessus. C'est pas possible. Les plus grands bench presseurs de la planète, d'accord, ceux qui passent plus de 300 au développé couché, RAW, c'est-à-dire sans combinaison, rien, pour varier, en gardant le développé couché, ils changent toutes les semaines leur manière de pousser la barre, le poids qu'ils ont, c'est-à-dire ils le font une semaine au moyen de bande, une semaine au moyen de chaîne. Ils changent la résistance, cherchez le mot, des fois sans rien. Et une fois que ça marche plus, pourquoi pas passer aux haltères, d'accord ? Mais il faut tout le temps changer la résistance. C'est un peu le même principe on en parlait tout à l'heure, des gens qui font du squat, le plus souvent, ils se spécialisent pas dans le squat qu'ils vont faire de la compétition avant, un temps relativement court en fait avant la compétition. Ils passent le reste de leur temps à bosser par exemple en safety bar où ils vont développer les groupes musculaires qui vont être importants pour justement faire du squat de façon efficace sans pour autant mettre l'accent par exemple sur le bas du dos ou des structures qui évidemment peuvent être limitantes. Le secret d'un gros squat, comme dit Louis Simon, qui est le plus grand entraîneur de la planète, c'est le good morning. Le secret d'un gros squat, c'est pas un gros squat. Le secret d'un gros squat, c'est le good morning, c'est-à-dire c'est le bas du dos. Okay ? Donc le squat, c'est encore une fois, c'est une technique, d'accord ? Mais c'est pas en faisant beaucoup de squats, c'est souvent comme ça, c'est pas en faisant beaucoup de squats qu'on progresse dans le squat. D'accord ? C'est en progressant dans tous les mouvements accessoires. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les powerlifters, comme les strongman, ont fait beaucoup d'entraînement de type body à côté. Voilà, parce qu'il faut être le plus complet possible. Moi, j'ai des gros quadriceps. Je suis ce qu'on appelle quad dominant. Ouais. Je manque de fessiers et je manque d'ischio-jambé. D'accord ? C'est mes points faibles. Au squat, c'est pas les quadriceps qui vont être prédominants.
c'est les fessiers. Et le bas du squat, quand ça part, c'est les fessiers. Ah, donc si tu as des très gros quadriceps, mais que tu n'as pas de fessiers, tu seras pas bon au squat. Ah bah c'est sûr. Voilà. Enfin, tu vas être bon sur les quarts de squat, quoi. Voilà. Mais un squat qui sera pas validé en compétition si c'est un quart de squat. Exactement. Donc voilà, moi je suis en train de bosser tous mes points faibles et je les ai bien analysés. Et du coup, ça c'est important à expliquer. C'est-à-dire que tu fais un entraînement qui est optimisé pour toi. Et tu fais pas un entraînement générique et standard. Ça semble bête dit comme ça. Évidemment qu'un athlète s'entraîne adapté pour lui. Mais pour ça, comment est-ce que tu es arrivé là? Comment est-ce que tu es arrivé à trouver tes points faibles? Est-ce que c'est venu naturellement? Je me suis pris en vidéo. Ouais. Et puis plus tu fais d'exercices, plus tu te dis putain je suis nul. Par exemple le hip thrust, j'étais nul. Le hip thrust, mouvement des fessiers pur et dur, rien d'autre. J'étais nul. Aujourd'hui hip thrust, je mets 300 kg, je fais 8-10 reps. Bon, j'ai commencé il y a 8 mois de ça, j'étais à 140, 160 tu vois. Et je faisais mes 8-10 reps. Et aujourd'hui, parce que les fessiers ont progressé, tout le reste a progressé. Tous les mouvements polyarticulaires, ils ont progressé. Parce qu'il manquait le fessier. Parce que, là, c'est un point qui est très intéressant. L'important, c'est pas forcément de mettre l'accent sur ses points forts, parce que nos points forts, ils vont se développer de toute façon. Toujours. Voilà. L'important, c'est de mettre l'accent sur ses points faibles. Ah oui, il faut même plus les entraîner. Oui. Donc, de toute façon, c'est comme une chaîne, en fait. Quand tu as un maillon qui est défaillant, toute la chaîne pète. Ah, toute la chaîne pète, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu conseillerais d'un point de vue pratique aux gens? Justement, tu parlais de vidéos, de t'analyser en vidéo, de choses comme ça. Qu'est-ce que tu conseillerais pour identifier leurs points faibles? Est-ce qu'il y a par exemple, je sais pas, un protocole type ah là j'ai l'impression que ça c'est un point faible, je vais faire des mouvements comme tu parlais par exemple du hip thrust, je vais me tester sur ces mouvements. On va être clair, parce que là on parle du squat. Ouais. Tout le monde manque de fessiers et d'ischio. Clairement. Okay. Et pour le développé couché et les épaules, on va aussi être clair, d'accord? 2/3 du mouvement, que ce soit, je dirais à peu près 2/3, parce que des fois on est plus sur 70% même que 66, mais tous les mouvements de presse, on n'a jamais trop de triceps. Deuxième phrase de Louis Simon, on manque tous de triceps, et on en manquera toujours. Donc logiquement, vu que le triceps il prend 2/3 du mouvement de presse, les jours de mes mouvements de presse, 2/3 de mon travail, ils doivent être dédiés au triceps. Voilà. Et ça c'est important parce que quand on voit des gens qui vont faire du développé couché et après des épaules, ils vont faire qu'un seul exercice de triceps, ça va pas, il en faut 2 voire 3 et il les faut 2 fois par semaine les triceps parce que c'est ça qui va permettre d'être bon au développé couché. C'est pas des gros pecs. Et d'ailleurs, autre chose importante, qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant qui veut se mettre au strong? Quels sont les mouvements que tu conseillerais de faire en priorité? Quels seraient tes conseils pour un débutant? J'allais dire squat, soulevé de terre, développé couché, mais bon, c'est pas vrai, puisque déjà, il n'y en a pas vraiment en strong. Il y a pas trop de... À mon niveau, j'ai pas de compétition de squat en rep, ce qui se fait beaucoup over Strongest Man. Et du coup, franchement, varier l'entraînement. Ouais. Puisque les débutants, ils progressent très facilement. Donc, dès qu'ils vont faire 1 ou 2 exercices sur plus de 2 semaines, il faut vite changer. C'est bon, le progrès, il est là. Il faut vite changer, il faut vite switcher, passer à autre chose. Franchement, lisez la méthode conjuguée de Westside Barbell, c'est une mine d'or. Toi, si j'ai bien compris, si tu t'entraînes d'une façon où tu essayes de varier toujours les mouvements, c'est parce qu'en strong, on varie toujours les mouvements. Varie toujours les mouvements et puis comme je te disais, je varie toujours la résistance. Oui. Et très important. Oui, les mouvements, la résistance, je veux dire la variété. Ouais. Force égale masse fois accélération. Et pas oublier de faire du travail de vitesse. Parce que nous, on s'y est mis là. C'est fulgurant la progression qu'on a dès qu'on fait un petit peu de travail de vitesse. Pour être fort, c'est paradoxal, il ne faut pas tout le temps travailler lourd. D'accord ? Il faut souvent travailler en explosivité. Encore une fois, il faut s'axer sur le point faible. C'est-à-dire que tu fais de la force. On régresse comme ça, le système nerveux il est foutu. Oui, puis c'est une question d'apprentissage en fait. C'est-à-dire que le truc c'est que si jamais tu as un petit bout où tu as un gros potentiel, enfin un petit bout dans ton entraînement, tu as un gros potentiel de progression, c'est peut-être ce petit bout qui manquait pour que tout le reste progresse. Exactement. Encore une fois, si les gens n'ont pas de fessiers, ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont beau bosser les ischios, bosser les quadris, bosser les squats, bosser les quarts de squat, bosser de la presse. Il n'y a pas de fessiers, il faut les bosser. Se concentrer sur un seul type de série, c'est-à-dire juste c'est faire... une erreur totale. Voilà, c'est à mon avis, c'est complètement con. C'est juste que c'est court-termiste en fait. C'est-à-dire que pourquoi pas le faire? Et à longue, ça amène une blessure. Voilà, c'est ça. À mon avis, c'est pourquoi
pourquoi pas faire des répétitions avec des chants différents, ou si t'aimes pas, bah fais des cycles avec des champs de répétition différents. Pourquoi pas, à la rigueur, tu vois. Tu dis, bah voilà, je me fais 2 semaines comme ça, puis 2 semaines d'une autre façon. Oula. Mais il faut y aller. Il va falloir y aller au bout d'un moment. Mais en tout cas, merci pour... Bah écoute, merci à toi d'être venu, j'espère que ça t'a plu. J'étais très touché que tu m'aies contacté pour faire de moi ton sujet. Ça fait plaisir. Et puis voilà, hein, simplement. Très plaisir. Un plaisir aussi. Oui, c'était très intéressant et je pense que ça intéressera beaucoup les gens qui veulent faire du strongman parce que sur ma chaîne il y a des gens qui suivent le strongman. J'ai fait des vidéos sur le strongman, donc tant qu'à faire, voilà. Et puis ça me fait plaisir de pouvoir pouvoir montrer un petit peu ce qui se passe dans la région de Lyon au niveau des athlètes qu'on peut avoir et des gens qui peuvent s'entraîner et des philosophies d'entraînement différentes. Ouais. Voilà. Et puis et c'est accessible à tous, hein, faut quand même le dire. Hein. Ouais. On a des boules à 100 kg, on peut faire des boules à 40, des boules à 60. Tu vois ce que je veux dire? Le porteur à vide, il fait 65. On peut le charger à 500, on peut le charger à 200. On peut adapter quoi. Complètement. Je pense que le strongman, de toute façon, c'est une discipline qui est très complète et pour moi, c'est. Comment dire? C'est pas du tout uniquement de la force sur une répète. On appelle ça strongman, mais finalement, il y a plein de choses dedans et ça fait des gens complets en fait. Ça fait des gens, c'est presque comparable au CrossFit de cette façon-là. En mettant un peu plus loin. Voilà, exactement. C'est plus axé force que le CrossFit, mais c'est presque comparable au CrossFit en termes de qualité physique requise. Il y a là même les épreuves elles dépassent jamais 1 minute 30 quand même. Hein. Ouais. Mais je trouve que je veux dire 1 minute 30 quand tu as un soulevé de terre à 2,50, c'est pas mal. Je trouve que c'est même, si tu veux, le CrossFit se veut être le plus fonctionnel possible. Je trouve que le strongman est plus fonctionnel que le CrossFit parce que tu fais jamais. Quand est-ce que tu as besoin de faire des muscle-up dans ta vie? En revanche, soulever des charges relativement lourdes pour faire des ménagements, ça oui, ça tu peux en avoir besoin. Et je trouve que bizarrement, pour le coup, on pourrait trouver que c'est presque plus fonctionnel que le CrossFit. Faut pas dire ça aux crossfitters, enfin. Là-dessus, on va se quitter. Prends soin de toi et à la prochaine. Bon alors, j'espère que tout ça t'aura plu. Le prochain est de toute façon déjà tourné. On parlera de street workout avec Colin. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.